la nouvelle réglementation de 2020 sur l'utilisation des digestats de méthanisation comme fertilisants, s'il y avait des notions qui étaient données sur les oligos, est-ce que c'était les oligos, les Non, traces? là, la réglementation sur le cahier des charges Digesta, effectivement, le but, c'est de permettre la maîtrise potentiellement des risques de contamination. Donc là, ce sont les ETM, des limites d'ETM dans le cadre effectivement de l'analyse par les producteurs de digesta. Il peut après savoir si effectivement il y a des oligos présents n'est pas l'objet effectivement de cet encadrement réglementaire. D'accord, ok. Une dernière question sur un peu le cadre réglementaire avant de discuter sur un ou deux points un peu plus de détail. La question a été posée, est-ce que pour la déclaration des teneurs en oligo dans les fertilisants, dont une des utilisations des intérêts, c'est justement d'apporter des oligos, est-ce que les éléments de déclaration changent en fonction de la quantité d'oligo-éléments? Oui, il faudrait regarder dans l'idée domination. Chaque texte, là dans le détail, je n'ai pas effectivement, pourrais pas répondre dans le détail. Il y a effectivement, il y a des notions en fonction du type d'engrais avec oligo. Il y a à la fois des valeurs limites par dénomination et par type d'oligo. Et puis après, effectivement, des doses d'utilisation et des valeurs maximales. C'est ce que j'indiquais. Après, il faut regarder, il faut se référer en fait soit aux normes qui sont tout à fait écrites clairement ou au texte européen pour ce qui est des engrais européens. D'accord, ok, donc allez, très bien, allez regarder Oui, non, parce qu'honnêtement, les éléments de là-dessus, c'est détail. pas faudrait rentrer dans le détail, c'est pas l'objet de l'exposé, de rentrer dans le détail. C'est le sujet des dénominations. Effectivement, l'objectif, c'est bien effectivement d'avoir des dénominations claires qui permettent après au metteur sur le marché de savoir, en fonction de ce qu'il a dans son produit, de façon soit naturelle, soit introduite, pour un oligoélément et sa forme, de pouvoir le déclarer pour indiquer à l'utilisateur qu'il y a un intérêt de la présence de cet oligoélément. Ok, et donc dernière question pour vous côté réglementation, sur les flux limites d'apport sur les sols, que ce soit annuels ou décennaux, est-ce que ces flux sont actés depuis longtemps ou est-ce qu'ils sont en évolution? Il y a notamment eu une question sur le cadmium. Oui, Je j'ai vais vu la commencer à question, j'ai regardé répondre. le chat. Oui, oui. Alors, bon, pour répondre, alors déjà, l'introduction de la gestion des contaminations au travers de la maîtrise des flux, son origine au niveau réglementation française, elle a été introduite dans la maîtrise des plans d'épandage, notamment des plans d'épandage de boue, et donc à la fin des années 90. Et après, progressivement, elle est passée effectivement, elle a été utilisée pour l'évaluation, et donc les valeurs que j'ai indiquées sont celles qui figurent dans les documents de l'ANSES et c'est sur ces bases-là que l'ANSES évalue les AMM actuellement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fonction des modes de réglementation, les épandages, les normes ou l'évaluation des AMM par l'ANSES, les valeurs limites d'ETM ou les valeurs limites de flux ne sont pas forcément les mêmes et c'est bien l'objectif du socle commun d'à terme d'avoir quelque chose d'homogène, notamment au niveau des flux. Alors c'est pour ça que la question posée en disant dans un certain nombre d'éléments on était à 15, effectivement la réflexion de la réduction du flux de cadmium, l'ANSES l'a tranché parce que elle l'a effectivement réduit fortement de mémoire de 15 à 2 lors de ces réévaluations des risques en lien avec ce qu'on a vu sur les risques alimentaires. Et donc c'est sur ces bases-là que l'ANSES évalue désormais ces AMM. Par contre, effectivement, dans d'autres éléments réglementaires, les épandages ou les normes, on n'est pas actuellement redescendu. Et après, sur savoir, sur la base des projets du socle commun, l'aspect effectivement et la discussion repose sur la gestion des flux, mais effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les flux permettent de voir est-ce que tel ou tel apport, est-ce que telle dose d'engrais et éventuellement des apports cumulés apportent des ETM. On l'a vu tout à l'heure que les ETM peuvent être présents dans le sol indépendamment des matières fertilisantes, même si effectivement la recharge de certains est liée aux matières fertilisantes. Et donc après, il y a la notion de stock et donc de présence ou pas d'ETM dans le sol. Donc ces éléments-là sont amenés à évoluer, on va dire, dans les années 2023, notamment, ce sera la réglementation en fonction quand elle sera finalisée, on saura effectivement l'importance ou pas de la gestion par les flux.
D'accord, merci beaucoup. Je propose de garder les 3-4 minutes qui nous restent pour des questions sur les autres exposés. Donc, je vais commencer par des questions qui avaient été posées en lien avec l'exposé de ton exposé, Laurence. Et je vais rester sur les flux. Donc, il y a une question sur les bilans d'éléments traces qui ont été présentés. Est-ce que c'est plutôt des données qui sont un peu historiques et qui correspondent plutôt à des pratiques un peu passées, ou est-ce que c'est toujours d'actualité? La question était posée dans le sens où est-ce que les flux étaient, la personne qui posait la question pensait que les flux étaient plus faibles aujourd'hui qu'hier, et est-ce que c'est bien le cas ou pas? Non, ce sont des flux sur des grandes cultures qui ont été analysés entre 2012 et 2018. Donc, c'est des flux récents sur des pratiques agricoles courantes. D'accord. Et alors, du coup, une question, il y a eu des questions sur les natures d'apports. Alors, je vais en poser qu'une. Je suis désolé pour les questions qui n'auront pas tout de suite de réponse, mais j'avoue que je me la suis posée moi-même, mais c'est pas moi qui l'ai posée. C'était l'origine du plomb dans les effluents d'élevage. Est-ce qu'on a une idée? Alors, c'est pas très clair, donc cette origine, mais ça a été noté donc, dans cette étude ADEME, mais moi je l'ai aussi rencontré lors du projet Casaprov. Donc, on suppose qu'en fait, c'est lié au bâtiment d'élevage, mais c'est juste une hypothèse, et l'origine n'est pas vraiment claire. D'accord. Et alors, je vais venir sur une question processus, et puis après, je passerai plutôt à l'aspect analytique. Il y a alors, c'est une question un peu large, je m'excuse, Laurence. C'était sur l'effet du pH sur la mobilité. A priori, il y a des gens qui ont bien remarqué l'effet sur le cadmium, là, sur l'essai des 42 parcelles. Il y a eu une question, est-ce qu'en gros, il y a un pH qui permet de bloquer, à partir duquel, quand on augmente le pH, qui permet d'empêcher, en gros, la mobilité des éléments traces? Alors j'imagine que ça sera abordé dans la suite de la journée aussi. Est-ce que tu peux donner quelques éléments de réponse Alors, déjà? déjà, il faut faire attention parce que c'est vrai que depuis ce matin, on parle d'éléments traces en parlant de métaux. Et dans les éléments traces, on a des métaux qui vont avoir un comportement de type cation au pH des sols. Et puis, on a aussi des métalloïdes comme l'arsenic qui, lui, va avoir un comportement de type anion. Du coup, les cations, donc les métaux comme le cuivre, comme le zinc, comme le cadmium, vont être facilement mobiles à des pH inférieurs à, je dirais, 6,5. Et à partir de 6,5, on a une très forte diminution de la mobilité. Simplement, on ne peut pas dire qu'ils sont complètement immobiles, mais ils sont beaucoup moins mobiles à partir de ce seuil de 6,5 et quasiment très peu au-delà de 7,5 pour les cations métalliques. Par contre, pour les anions, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que l'arsenic, lui, sera plus mobile à des pH élevés. Ok, merci Laurence. Est-ce que je peux encore poser une question, Lionel, Sophie? Bon, allez, la dernière, mais alors, ok, une dernière. Et ensuite, on s'accordera uniquement, je suis désolé, 2 minutes de pause à l'issue de cette question-là. Donc, merci à la présentatrice, enfin l'animatrice de la partie 2 de se préparer psychologiquement à prendre la parole peut-être plus vite que prévu. Ok, ma dernière question du coup, c'était par rapport à l'aspect analyse, donc soit pour Annie Guérin ou Pierre Masson. Il y a eu une question, alors c'est une question qui élargit un petit peu ce qui a été discuté. Qu'est-ce que vous pensez des analyses qui peuvent être faites sur le terrain avec des microfluorescences X portables relativement à ce que vous avez présenté sur les analyses, on va dire, plus classiques de laboratoire? Je vais laisser Pierre répondre, Ouais. qui travaille sur le sujet. Il se trouve effectivement que nous sommes en train d'étudier la question à l'USRAV, en partenariat avec ISPA d'ailleurs, donc avec deux techniques, donc la fluorescence des rayons X et le LIP, c'est-à-dire l'émission atomique générée par un laser. Alors, ces deux appareils donc, peuvent être facilement amenés sur le terrain, hein. Mais pour l'instant, les mesures effectuées au niveau des éléments traces métalliques, les appareils ne sont pas assez sensibles. Disons qu'on obtient des signaux et des résultats pour des éléments, les éléments majeurs, hein, le potassium, le calcium, le phosphore, on peut descendre le manganèse, le fer, le zinc.
En dessous les autres éléments, les concentrations sont trop faibles pour être mesurées, mais bon, le travail continue. Bon, pour le moment. Je crois on a détecté quand même, sur un sol riche en plomb, en fluorescence X portable, on a eu des mesures intéressantes sur le plomb. C'est un élément lourd qui répond très bien en spectrométrie de fluorescence des rayons X. Ok, merci. Je pense qu'on va conclure là-dessus pour la partie 1. Je laisse la parole à Sophie et Lionel. Merci Mathieu.